À la une ce soir, l'EFS lance un appel aux dons pour les fêtes de fin d'année. Les besoins sont plus importants pendant cette période alors que les donneurs sont moins nombreux. La Martinique est loin d'être autosuffisante dans le domaine. Un stage de citoyenneté pour éviter la prison. Le procureur de la Martinique a signé une convention avec la Croix-Rouge pour proposer une alternative en fonction des actes commis. Le dispositif devrait avoir une valeur éducative. Un village de la prévention et de la sécurité routière organisé aujourd'hui au Lamentin. La manifestation s'est déroulée à la Maison pour tous de Gondo. Objectif, sensibiliser le public sur les accidents domestiques et les gestes qui peuvent sauver une vie. J-3 avant le réveillon de Noël. Les menus se préparent avec une forte tendance pour les plats traditionnels. Nous nous sommes penchés sur le coût moyen d'un panier pour les fêtes. Enfin, les forces de l'ordre se mobilisent pour les fêtes de fin d'année. Des contrôles routiers seront déployés les 2 prochains week-ends. Vous le voyez, le chef d'escadron Serge III, commandant l'escadron départemental de sécurité routière de Martinique, est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous approchons du réveillon de Noël, une période propice aux cadeaux et aux dons, sauf visiblement aux dons du sang. Depuis quelques jours, l'EFS a lancé une campagne d'appel pour contrer la très faible affluence de la période des fêtes. Les besoins sont plus importants et nous sommes loin d'être autosuffisants. Reportage d'Anaïs Gall. Cela faisait un moment que Chantal n'avait pas rempli ce questionnaire. Interpellée par un SMS que lui a envoyé l'établissement français du sang de Martinique, elle a décidé qu'il était temps de revenir faire un don. Ça fait pas mal, il n'y a pas de souci, on est tranquille, on est bien accueillis. Il faut penser à tout ça, à tous les appels qu'on entend et au sang dont on peut avoir besoin, tout simplement. On est en bonne santé, on peut donner à ceux qui en ont besoin. Chaque année, l'EFS lance un appel aux dons pour se prémunir des éventuels besoins souvent plus importants pendant les fêtes. Malheureusement, ces dernières semaines, les donneurs se sont fait plutôt rares. C'est quand même une période où on a aussi beaucoup d'accidents de la route. Donc on essaie de faire des réserves de sang pour pouvoir répondre éventuellement à une augmentation des transfusions sanguines, éventuellement suite à des accidents de la route. La fin d'année, il y a aussi beaucoup de grippe, de gastro qui fait que ce sont des contre-indications au don du sang. Donc on a une diminution du nombre de dons, mais spontanément en effet, les vacances, les voyages, les emplettes de fin d'année fait que les gens pensent à autre chose que le don du sang. Pour encourager les donneurs à se déplacer, l'EFS les contacte individuellement par téléphone. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine à avoir répondu présent. Je me dis que ça peut être un prochain mois ou n'importe qui sera dans le besoin et pourquoi pas, je peux donner, donc je donne. Fin d'année ou pas, je ne regarde pas ça en fait. Dès que je peux donner, que j'ai le temps et qu'ils sont sur ma route, je dirais, donc je donne. Normalement pour moi c'est la période, parce qu'en fin d'année malheureusement, si j'ai bien compris, sur le territoire il y a beaucoup d'accidents, on aura besoin du sang. Et puis en fin d'année, période de Noël, générosité, il faut donner son sang. Ces dons sont pourtant loin d'être suffisants. Chaque jour, lors de la tournée du camion, les équipes médicales récoltent 20 à 30 poches de sang, parfois moins que cela, alors qu'il faudrait une soixantaine de poches pour répondre aux besoins des patients hospitalisés. L'EFS n'a pas d'autre choix que d'importer du sang, souvent incompatible avec les groupes sanguins des Antillais. On est issu d'un métissage entre l'Europe et l'Afrique et qui fait qu'on a des groupes sanguins qui ne sont pas forcément compatibles ni avec les Européens ni avec les Africains. Et ici, vu qu'on n'est pas autosuffisant, on est un petit peu embêté puisqu'on ne peut être transfusé souvent que par un sang antillais. Le sang récolté permettra de soigner les hémorragies en cas d'accident, d'opération ou parfois en cas de saignement intense lors de certains accouchements, sans oublier les enfants drépanocytaires pour qui ces dons sont d'urgence vitale. On l'entend régulièrement, la prison de Ducos est surpeuplée. Les syndicats des surveillants pénitentiaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme et une réponse leur a été apportée aujourd'hui. Le procureur de Martinique a signé une convention ce matin avec la Croix-Rouge afin de mettre en place un stage de citoyenneté. Il s'agit d'une peine alternative à l'emprisonnement en fonction des actes commis. Le stage sera obligatoire et payant à hauteur de 200 €. Un dispositif qui devrait être éducatif afin d'éviter les récidives. Voyez les précisions recueillies par Anaïs Gall. Dans toute sanction, vous avez deux aspects. Vous avez un aspect punitif qui est essentiel, mais vous devez également avoir un aspect éducatif. Pourquoi un aspect éducatif? Parce que si vous voulez prévenir la récidive, il faut que la personne ait compris la sanction. Bien, ce stage, il est là pour rappeler à ces personnes-là qu'au travers de l'acte qu'ils ont ainsi commis, ils ont ainsi violé une règle qui porte atteinte à ses intérêts fondamentaux. Et donc on leur explique, au travers de ce stage, pour quelles raisons
l'acte qu'ils ont commis est grave, pour quelles raisons ils méritent sanction et comment est-ce qu'ils peuvent se rendre utiles à la société et non pas, en l'occurrence, commettre des actes qui portent atteinte à cette même société. Déjà une première partie où la personne va comprendre l'aspect, la citoyenneté, hein, le sens de ce mot, c'est quoi la citoyenneté. Il y a aussi l'intervention du SPIP hein, et la gendarmerie qui va leur permettre de comprendre aussi les différentes réponses apportées au niveau de la justice, au niveau quand on commet une infraction pénale. Il y a aussi un atelier plus axé sur l'éducatif, hein, ce qui est très très important. Permettre à la personne de comprendre l'impact qu'elle a pu avoir au niveau de la victime, avec aussi le soutien d'une psychologue formée sous ces angles-là pour appuyer le discours éducatif. Et en fin de stage, cette personne aura aussi un stage de prévention hein, au premier secours, ce qui lui permettra d'être du coup de l'autre côté, d'être cette personne qui en quelque part se prépare à venir en aide à l'autre. Le stage va se terminer par un entretien individualisé, là on sort de la notion de groupe, et permettre à la personne de façon personnelle de nous dire un peu son ressenti. La ville du Lamentin et l'association Lamentins Teenager a organisé aujourd'hui un village de la prévention et de la sécurité routière. Une manifestation qui s'est déroulée à la Maison pour tous de Gondo. Objectif, sensibiliser le public sur les gestes qui peuvent sauver une vie en cas d'accident. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Ah, j'ai mal, un second. Aïe, 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 ça fait mal. Allez. J'ai mal. Des mises en scène pour sensibiliser et éduquer. Ici, un cas d'hémorragie. Ça fait mal, j'ai mal. La victime n'est autre qu'Owens, 15 ans, venu participer à cette formation. Il le sait, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Il y a forcément des accidents à un moment, donc c'est bien de connaître les premiers gestes pour pouvoir les appliquer. J'ai appris quel numéro il faut appeler en priorité pour chaque cas de danger. Une formation proche du PS1 qui remplace celle des premiers secours depuis 2007. Condensée, l'action est mise sur le comportement. Comment agir de manière simple et efficace. Protéger, ensuite alerter. Dans le programme, on retrouve la protection, on retrouve l'alerte, on retrouve aussi le massage cardiaque. Lors d'une situation à risque, le plus important, c'est de garder son calme. En premier lieu, et surtout d'alerter la bonne institution et de donner un message correct et complet. Ces trois amis viennent à l'information. Le stand, celui de la prévention des différentes formes d'addiction. Un passage obligé pour Gwenaël, triste confidente du malheur de certains amis. Quand ils se retrouvent sans leur drogue, ils sont mal, ils sont malades, ils s'énervent. Des fois, ils se retrouvent dans des environnements qui sont vraiment pas bons. Les relations, bien des fois, avec la famille ou les amis, c'est difficile. Il y a le cannabis, qui est la plus répandue au niveau mondial. Et le cannabis a tendance à être sous-estimé en termes de dangerosité. Et donc, c'est plus vers celle-ci que nous orientons notre dialogue pour sensibiliser la jeunesse. Parce qu'en fait, c'est une porte ouverte vers les autres drogues. Le village est ouvert à tous. Il tente à promouvoir l'implication citoyenne en sensibilisant à la prévention. Il n'y a pas que les jeunes qui sont face au risque. Maintenant, tout le monde peut être face à un risque. Donc ça nous a tenu à cœur d'organiser une manifestation comme ça pour les jeunes, pour les adultes, pour pouvoir avoir les bons réflexes, les bons gestes face aux différents risques qui nous entourent. En fin de parcours, des tests de détection du VIH ont été proposés. De quoi se remémorer un certain adage. Mieux vaut prévenir que guérir avant les fêtes de fin d'année. Boire ou conduire, bizarrement certains ont encore du mal à choisir. 45% des accidents mortels de cette année sont dus à l'alcool. Au 30 novembre dernier, on comptait 28 tués sur les routes martiniquaises contre 22 l'année dernière à la même date. Pour stopper l'hécatombe, les forces de l'ordre seront mobilisées pendant les fêtes. Et pour en parler, nous recevons le chef d'escadron, Serge Thouars, commandant l'escadron départemental de sécurité routière de Martinique. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a dit, vous serez mobilisé pendant les fêtes. Quel dispositif allez-vous mettre en place? Alors, l'alcool est effectivement une priorité pour nous. Il faut rappeler que c'est le premier facteur d'accident, vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est 45% des accidents mortels et à peu près un accident sur 4 qui est dû à l'alcool. Alors, nous entrons dans une période festive où malheureusement, ou heureusement, l'alcool va couler à flot. En attendant, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et nous allons multiplier les contrôles. À titre indicatif, l'année dernière, entre le 22 décembre et le 2 janvier, c'est un peu plus de 2000 dépistages d'alcoolémie qui ont été réalisés, de jour comme de nuit, à tous les horaires, que ce soit avant les établissements de nuit, après les établissements de nuit. Donc clairement, tolérance zéro et il sera difficile de passer au travers des contrôles. Très bien. On sait déjà les zones qui seront concernées par les contrôles? Alors, les zones les plus accidentogènes du département, je pense notamment à la route nationale 5 vers le sud de l'île, mais également la route nationale 1 qui est particulièrement touchée cette année par les accidents. Alors, une donnée qui surprend un peu dans les chiffres communiqués par la préfecture, c'est qu'il y a de plus en plus d'accidents qui sont dus à la consommation de drogue. Comment expliquez-vous cela? Alors oui, effectivement, pour la zone gendarmerie, les stupéfiants au volant sont désormais la 3e cause d'accident, juste derrière l'alcool et la vitesse. C'est dire que c'est une progression. C'est nouveau, ça? Alors, c'est un phénomène qui tend effectivement à augmenter, mais c'est vrai que cette année, on a une surreprésentation et ça prend des proportions importantes. Nous renforçons donc la lutte contre les stupéfiants au volant, nous augmentons les dépistages et cette lutte va être intensifiée en 2018 puisque nous attendons des dépistages salivaires qui nous dispenseront de réaliser une prise de sang, donc nous pourrons multiplier les contrôles dans ce domaine-là. Alors, un chiffre qui est un tout petit peu mieux par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a un motard de moins. Je parle bien sûr, ce sont des chiffres provisoires hein, qui ne comptent qu'au 30 novembre dernier. Il y a un motard de moins qui a été tué sur les routes martiniquaises. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que ça veut dire que les contrôles fonctionnent ou pas vraiment finalement, puisqu'il n'y en a qu'un seul? Alors, une vie d'épargnée, c'est toujours très important, c'est clair. Maintenant, il faut quand même rappeler qu'ils sont à peu près 2 à 3% des véhicules en circulation et qu'ils représentent à peu près 40% des tués. C'est-à-dire qu'on a vraiment une surreprésentation et que cette catégorie d'usagers, c'est vraiment pour nous la source de toutes les attentions. Alors, cette année, on a entendu beaucoup de contrôles qui ont mal tourné, avec des automobilistes qui n'ont pas hésité à foncer sur les forces de l'ordre. Est-ce qu'il y aura un dispositif particulier? Est-ce que vous avez de plus en plus peur de faire votre métier? Alors, effectivement, c'est une problématique que nous prenons en compte sur les dispositifs, hein, où clairement, nous mettons des gendarmes positionnés en amont pour renseigner et des gendarmes qui sont positionnés après, équipés de caméras également, pour qu'on puisse filmer les individus qui refusent d'obtempérer sur les contrôles, afin après, effectivement, de les renvoyer devant la justice. Et de manière générale, on précise que c'est bien sûr un bilan plus que provisoire. Quelle a été l'attitude des automobilistes pour l'année 2017? Alors, on parle effectivement, l'heure n'est pas au bilan, mais nous avons effectivement une mauvaise tendance sur le front des accidents, une mauvaise tendance qui s'est amplifiée depuis le mois d'avril, avec davantage de tués, davantage d'accidents et malheureusement davantage de blessés, alors que nous maintenons une présence forte sur les axes. C'est dire qu'il y a énormément de travail et il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que la route, ce n'est pas un terrain de jeu et que derrière chaque accident, il y a vraiment des drames humains. Et parfois, les gens ont du mal à faire la relation entre les infractions du quotidien, les petites infractions, vitesse, règles de priorité, et les accidents. Et pourtant, derrière chaque accident, il y a une faute de comportement, il y a une infraction. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que vous allez malheureusement fêter les fêtes de fin d'année sur les routes, puisque vous serez en contrôle. Bien évidemment, pour la sécurité de tous les usagers. Merci à vous. Nous poursuivons avec les prévisions de l'INSEE sur les filières qui vont recruter d'ici 2022. Les métiers de service à la personne seront les plus demandés d'ici 5 ans. Une bonne piste d'orientation pour les demandeurs d'emploi que le chef de service territorial de Fort-de-France INSEE Martinique a expliqué face à la caméra de Johan Boulard. On sait qu'en Martinique, il y a de plus en plus de personnes âgées. Et donc tout ce qui touche les métiers d'aide ménagère, d'aide à domicile, mais aussi les métiers de la santé, infirmiers, médecins, aides-soignants, et bien tous ces métiers-là devraient progresser fortement en nombre d'emplois. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres métiers spécifiques sur la gestion et la comptabilité des entreprises qui, eux, sont assez demandés et on a déjà aujourd'hui du mal à trouver des gens qui sont qualifiés dans ces secteurs-là. Puis enfin, il y a aussi le bâtiment.
le bâtiment. Pourquoi tout ce qui est ouvrier qualifié du bâtiment, notamment dans le second œuvre, pour aussi adapter les logements pour les personnes âgées. Donc la proportion de seniors actifs augmente beaucoup. Il y a aussi l'effet, l'impact de la réforme des retraites qui a allongé la durée de travail. Donc les seniors sont assez présents. Mais en étant présents, certes, ils allongent un peu leur vie active, mais bientôt, ils vont aussi partir à la retraite et donc il va falloir les remplacer. L'idée pour nous, c'est d'essayer d'anticiper les besoins de formation et les besoins de main-d'œuvre à horizon de 5 ans. Nous restons dans les prévisions avec cette convention signée par la ville de Fort-de-France et la CAF ce matin. C'est le 15e contrat dans le genre que la Caisse d'allocation familiale signe avec une commune dans le but de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en faveur des familles dans le besoin. Concrètement, la CAF apportera son aide financière dans les différents projets sociaux. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Michelet François. Il y a beaucoup de difficultés pour l'ensemble des municipalités et nous sommes heureux de venir un petit peu supporter toutes ces municipalités avec lesquelles nous signons les conventions territoriales globales. Là, nous sommes en train de travailler sur 5 axes de politique publique majeure tels que la petite enfance, la jeunesse, la parentalité, le logement et la précarité. Vous avez les crèches par exemple, vous avez des maisons pour les jeunes, vous avez, si vous voulez, tout ce qui peut concourir, excusez-moi, à faire en sorte qu'ils se sentent mieux. C'est une signature, une convention importante pour nous qui va nous permettre de co-construire avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, une politique sociale en direction des familles foyalaises pour les aider à surmonter leurs difficultés en matière d'éducation, en matière d'accompagnement familial, en matière de logement, faire en sorte que nous puissions conjuguer nos moyens, nos efforts, nos analyses et construire ensemble des projets au bénéfice de la population foyalaise plutôt que de travailler chacun de son côté. Donc on a travaillé à se mettre d'accord sur les grands axes, sur les orientations, sur les projets et ensuite maintenant on va mettre tout ça en œuvre avec comité de pilotage, évaluation pour faire en sorte qu'on ait une politique publique sociale qui soit de meilleure qualité sur le territoire de Fort-de-France. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe avec le CHU de Pointe-à-Pitre qui a pu proposer comme chaque année une ribote dans ses services. Une manifestation qui a fait plaisir aux patients malgré l'incendie qui a ravagé une partie des services cette année. En Guyane, c'est le dispositif national collège au cinéma qui a été proposé aujourd'hui à Cayenne. Un moyen pour les plus jeunes d'échanger avec des acteurs et pourquoi pas de susciter des vocations. Et puis, notre JT des communes sera gourmand avec une présentation des nouvelles recettes de bûches glacées de Pascal Féval. J-3 avant le réveillon de Noël. Les grandes surfaces sont prises d'assaut. Chacun finalise ses courses de Noël et justement, comme chaque année, vous serez nombreux à ne pas déroger au traditionnel menu de Noël composé de produits locaux. Quel est le coût moyen d'un panier pour 4 personnes? Alizé Lutran et Michelet François se sont penchés sur la question. Regardez. Pour entamer comme il se doit le dîner du réveillon, rien de tel que des pâtés salés ou l'incontournable boudin. Ce fabriqué maison se déniche en boucherie comme ici. Joseph se lève tous les jours à 4 h du matin pour les préparer. Vous avez de boudin créole fait maison, vous voyez, c'est du très bon boudin avec la peau du porc. Ça, vous trouvez ça ici là. J'achète ma viande à l'abattoir. Voilà, c'est unique au local. C'est ici qu'on trouve de la qualité, de la bonne viande. Vous voulez trouver quelque chose de bien, c'est brut. Il est temps de s'occuper du plat de résistance. Ça pour Noël, un bon morceau de cochon, hein, voilà. Ça, vous n'avez pas son bon réveil. Pour accompagner ce qui deviendra du ragoût de porc, direction le marché, à la recherche d'igname, mais pas n'importe lequel. Doudou, comment est-ce que c'est bon, Doudou? C'est bon. Ou comment Doudou, voilà. C'est la tradition, ma chérie. En général, c'est l'igname sassa. L'igname sassa, donc l'igname de Noël, traditionnel de Noël. Donc les gens recherchent davantage. Et il n'y en a pas beaucoup cette année, hein, l'igname de Noël. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu trop d'eau, donc tout ça, donc il y a eu trop d'eau. Donc les ignames ne sont pas encore bien mûrs. Je suis habituée à acheter l'igname sassa. Donc il est très fin, délicat, donc c'est ça que j'achète. Mais on ne change pas son menu de Noël traditionnel aux Antilles. Outre l'igname, d'autres préféreront les pois d'Angole, un mets coûteux mais déjà en rupture de stock dans beaucoup de grandes surfaces. Direction justement le supermarché pour compléter notre menu de Noël. Hormis le ragoût, certains opteront pour le traditionnel jambon de Noël, nature ou épicé, pas facile de choisir.
Je cherche un jambon là pour Noël, simplement, mais je n'ai pas de préférence là pour le moment. Je vais le manger en pâte de résistance avec des légumes et du pois d'Angole pour changer un petit peu, voilà. Reste à trouver le dessert, un peu moins traditionnel, l'incontournable bûche s'invitera à la plupart des tables. C'est un moment qu'on a ça ici, hein. Bon, ça on a imité là ailleurs, mais en fait ça fait un moment qu'on a des bûches à Noël. Et pour étancher sa soif durant le repas, là on ne déroge pas à la tradition, du shrub et pourquoi pas du champagne. Au final, le montant de notre panier composé pour une famille de 4 personnes s'élève à une centaine d'euros, mais le goût de la tradition n'a pas de prix. Et vous l'aurez compris, la période est propice au manger local. En Martinique comme en Guadeloupe, les éleveurs de porcs sont très sollicités. L'abattoir du Moule tourne à plein régime, comme ont pu le constater nos confrères d'ATV Guadeloupe. Regardez. L'abattoir du Moule tourne à plein régime pour suivre la cadence de production de viande de porc en cette période de fête. En période de Noël, c'est vrai que les ventes se multiplient. Alors aujourd'hui, c'est un transport de 25 animaux. Ça peut aller jusqu'à 2-3 voyages par jour pendant la période de Noël. Mais sinon, en période creuse, ça va un voyage par semaine, 1 à 2 voyages par semaine. Tout au long de l'année, l'abattoir départemental abat entre 350 et 400 porcs par semaine. Mais en cette période, l'activité croît considérablement. On en abat 3000 sur la semaine dernière et cette semaine. Donc du coup, forcément, on passe de 350 à 400 cochons par semaine à 500 cochons sur les 2 semaines juste avant Noël. Pendant cette période, on est obligé de faire attention parce qu'on travaille en flux tendu. C'est-à-dire que tous les cochons qui entrent au fur et à mesure, ils sont abattus. Dès le lendemain, ils doivent ressortir de manière à libérer l'espace en chambre froide pour continuer à travailler. Tous les animaux qui arrivent à l'abattoir sont identifiés par une marque indiquant leur provenance. Chaque espèce abattue est soumise au contrôle d'un vétérinaire en bout de chaîne afin de s'assurer qu'elle soit apte à la consommation humaine avant d'embarquer pour un dernier voyage, direction nos assiettes. Et pour que chacun puisse vivre pleinement les fêtes de fin d'année, même malade, la direction du CHU de Pointe-à-Pitre a tenu à maintenir le principe de ribote organisé chaque année. Malgré l'incendie qui a ravagé une partie de l'établissement, les patients ont pu apprécier la bonne ambiance. Reportage. Le Père Noël et ses amis avaient rendez-vous cet après-midi au CHU pour la 10e édition du Noël itinérant. C'est une manifestation qui a été mise en place par le service de la communication du CHU avec la collaboration de partenaires privés pour pouvoir faire la collecte des jeux, des jouets. Et le personnel hospitalier, les retraités hospitaliers, donc c'est un peu la famille hospitalière qui a pensé à ces malades, aux enfants qui sont hospitalisés sur la période de Noël. Et c'est un geste d'amour en leur donnant un cadeau, un petit geste, mais qui leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls pendant ces moments de fête. 4 associations ont participé à cette opération, parmi elles l'association des étudiants de médecine et le Quai Club de Morne-à-l'Eau. C'est très important, déjà c'est sur peut-être notre futur lieu de travail pour certains. Dans le cadre de nos études, on se familiarise déjà avec le centre hospitalier, le CHU. Et les étudiants, malgré les récents incidents qu'il y a eu au CHU, donc tout le monde le sait, les incendies et tout, les étudiants, enfin, on a quand même tenu à organiser cette petite manifestation à Noël. Notre lycée, on a fait une récolte de cadeaux. On a demandé 2 fois par semaine à peu près aux élèves, aux classes. On est passé dans les classes, on les a demandé s'ils voulaient bien faire un don. Quelques-uns se sont cotisés, d'autres en ont apporté tout un cabas. Et voilà, chacun ont fait leur petite part de générosité. Le Père Noël et ses amis, armés de cantiques et de cadeaux, ont visité les différents services de l'hôpital pour le plus grand bonheur des malades. Ça remonte le moral pour ceux qui sont malades. Ça fait toujours plaisir d'entendre de la musique. Surtout de vous qui avez une musique super belle. C'est une très bonne initiative. Bon, on est scotché là aujourd'hui. Bon, demain on sera dehors, demain ou après, peu importe. Mais le geste, il est manifeste. L'initiative est très bonne. Merci encore, puisque ça égaye un petit peu notre côté un petit peu obscur, parce que c'est la maladie, personne n'aurait souhaité être dans cet établissement actuellement, mais nous faisons avec, et puis l'initiative que vous avez prise pour animer, danser, chanter dans le couloir, les malades même ont oublié leur souffrance, eh bien, je trouve que c'est très bien. Alors comme ça nous emmène à
penser à passer un bon Noël, malgré tout, et malgré tout ce qui s'est passé dans cet établissement. Et qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté? Un hélicoptère, une moto et un puzzle de la garde du Roi Lion. Et tu es content? Oui. Le Noël itinérant a parcouru l'ensemble des sites du CHU. Plus de 250 cadeaux ont été distribués. Partons en Guyane maintenant avec le dispositif national Collège au cinéma qui a été proposé aujourd'hui dans un établissement de Cayenne. Un moyen pour les plus jeunes d'échanger avec des acteurs et des actrices et pourquoi pas de susciter des vocations. Ce matin, c'est Anne Suarez de la série Guyane qui était à la rencontre des élèves du collège Nero. Jonathan Lariot a immortalisé l'échange. Regardez. Face aux élèves du collège Rébert-Néron, Anne Suarez, une des actrices principales de la série Guyane. Dans ce moment privilégié d'échange avec l'actrice, les élèves n'hésitent pas à poser des questions. On doit poser des questions aussi sur sa formation, où elle est née, le métier d'actrice. Pour ces jeunes collégiens, le métier d'acteur est une véritable idylle, avec en tête les stars de gros blockbusters américains. Après quelques explications, Anne Suarez leur dévoile une réalité qui est bien différente. C'est toujours impressionnant d'avoir quelqu'un qui se déplace pour venir nous voir. Enfin, moi, j'étais contente de ça, comme si on s'intéressait à mon cas, finalement. Et puis, il y a tout le truc aussi un peu autour de l'acteur, qui est une espèce de fantasme autour de ça qui n'est pas forcément justifié, en fait, parce qu'on est aussi proche d'une forme d'artisanat. On est des vedettes même quand on est une vedette. Et c'est intéressant de les faire rentrer à l'intérieur de la pratique, en fait. Car l'acteur n'est pas seul sur le plateau de tournage, toute une équipe l'accompagne. Caméraman, preneur de son, maquillage, derrière un acteur se tient une véritable organisation. J'imaginais que ça serait plus facile en fait. J'imaginais que il n'y aurait pas tout ce métier derrière la caméra. C'est la première fois que je rencontre une actrice en vrai. Donc pour moi c'est un moment vraiment marquant. Sincèrement, j'aurais pas pensé ça parce que moi j'ai pensé que ce serait plus facile mais c'est pas le cas. Mise en place par l'association GECAM, référence du monde cinématographique guyanais, cette matinée d'échange vise à faire prendre conscience du travail dans les coulisses du grand écran. L'image, les nouvelles générations baignent dedans, elles en mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc c'est très important de pouvoir leur montrer que il y a différents types d'images, qu'il y a une construction derrière l'image, enfin voilà, et que l'image a du sens, n'est pas là que c'est pas de l'image fast-food. Si le métier d'acteur est idéalisé par ses élèves, beaucoup se rendent compte en fin de journée que le travail est énorme. Loin d'attirer, l'on préfère pour beaucoup rester assis, à juste regarder le film plutôt que de le jouer. Revenons maintenant sur l'hommage rendu à notre confrère Gabriel Galion. Hier soir, journalistes, politiques, professionnels des médias ont salué la mémoire de celui qui a travaillé près de 34 ans pour le quotidien France Antilles. Un événement qui s'est déroulé à l'espace Camille Darcière à l'initiative du Club Presse de Martinique. Voyez les réactions recueillies par Michelet François. La relation entre nous était particulièrement agréable, même si on s'engueulait et on allait fumer tous les deux dehors. Ça fait la peine de le quitter. Un journaliste qui, sous ses airs bourrus, aidait beaucoup la génération qui arrivait, toujours à prodiguer des bons conseils, toujours à donner des noms lorsqu'on devait suivre des conseils municipaux à droite à gauche. Et c'est vrai que c'était un collègue sur qui on pouvait compter, qui avait vraiment réponse à tout, qui était toujours avide de bons conseils. C'était aussi un papou, c'était un peu le papounet des jeunes qui sont arrivés par la suite. Très soucieux de retranscrire les faits, donc de les connaître, donc de vérifier les informations qu'il entendait, d'aller toujours au contact de la réalité avec ses interlocuteurs sous forme d'interviews, de reportages, avant de faire l'analyse. Dans le foyer familial, on parlait toujours beaucoup de culture, d'histoire. J'ai toujours entendu ma tante, c'est-à-dire sa mère, qui s'appelait Marie, elle connaissait tout. Et dans la famille, on disait, va demander à Marie. Et il y a toujours eu ces échanges. Alors je pense que la maman était déjà une journaliste qui s'ignorait. ATV est toujours plus proche de vous. Place tout de suite à notre JT des communes.
Direction le Lamentin à la rencontre de Pascal Féval que nous vous avions déjà présenté l'année dernière. L'artisan glacier voit son activité doublée en cette période de Noël. En plus des sorbets aux saveurs originales, il propose des bûches glacées avec une petite nouveauté cette année. Hubert Bornil et Johan Boulard se sont rendus dans son atelier. Regardez. Je suis allé voir comment ça se passe chez notre maître glacier. Vous allez voir, cette année, il innove encore avec un produit tout à fait original. Comme il se dit généralement, les pâtissiers, boulangers ou glaciers ne dorment pas du tout en cette période de l'année. Notre maître glacier, lui, l'infatigable artiste, on dira, ne compte plus les heures de travail depuis déjà quelques semaines. Nous sommes quand même implantés sur la Martinique, du Carbet jusqu'à Sainte-Anne. Donc tous ces restaurateurs-là ont été servis dès le mois de novembre. C'est pour pouvoir être libre, pour pouvoir justement recevoir tous nos clients avec leurs commandes, leurs desserts, leurs bûches. Faire plaisir à sa clientèle, c'est son credo. Un plaisir qui a certes un prix, mais paraît-il, quand on aime, on ne compte pas. Quand on fabrique des bûches ainsi en fin d'année, on pense toujours aux gens qui font des réactions au lactose. Et donc cette année, on a ressorti la bûche à la citronnelle aussi. Et quelle sera la tendance en glace pour Noël et jour de l'an? La rose champagne, donc c'est une glace à la rose avec un insert sorbet champagne. Vraiment, ça c'est du beau travail, Monsieur Féval. On peut dire que pour ces fêtes, les Martiniquais vont être gâtés. Hein. Bah, oui, ils seront gâtés. On rappelle l'originalité que tu lances cette année, c'est la bûche à la rose et au champagne. Rose champagne. Et puis là, le travail continue parce que notre maître glacier a beaucoup de travail. Et là, ça continue avec un gâteau à décorer, on imagine. Bah, oui, ça va être un gâteau glacé. Voilà, chocolat, vanille, nougat. Bon travail. Merci. Et bon appétit pour ceux qui sont à table. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h30 à 13h30 sur le parking du centre commercial Le Rond-Point à Chelcher. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et je vous rappelle que les besoins sont encore plus importants en cette période de fin d'année. Il faut donc rester mobilisé. Et c'est la fin de ce journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tché Pays. À tout de suite.